Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du cinéma. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un point technique de la cinématographie, les formats d'image. Non, ça c'était pas nécessaire. La naissance du cinéma. Un grand moment... Ah non, merde, ça c'est l'émission précédente. Bon, t'as pas bientôt fini avec Inception? Bah, c'est cool Inception. J'ai jamais dit le contraire, mais ce que tu fais c'est chiant, alors arrête ça. Les formats d'image, on va y arriver. Depuis la création du cinéma, divers formats d'image se sont développés au cours des années. Il y en a d'ailleurs eu un certain nombre. Le premier format d'image utilisé n'est autre que le 1.1, qui est un format carré, utilisé notamment pour la photographie. Cela dit, il a été réutilisé en 2014 par le cinéaste québécois Xavier Dolan avec Mommy. Ce format, qui n'avait pas été utilisé depuis plus d'un siècle, a permis à Xavier Dolan de filmer uniquement ses acteurs sans que le spectateur ne soit distrait par les environnements extérieurs du cadre. Un format plus humain si on peut dire. Quelques années plus tard, le 1.1 fut remplacé par le format 1.33, plus communément appelé le 4/3, devenu le standard télévisuel durant plusieurs décennies, avant d'être remplacé par le 16/9, et qui fut également utilisé de nombreuses fois sur des grands classiques du cinéma muet, tels que les films de Chaplin. En 1927, le cinéma devient parlant. Pas vrai, Charlot? De ce fait, le format 1.33 dut être remplacé par le 1.20 pour y permettre d'y rajouter une piste audio. En effet, la pellicule fut réduite de 3 mm sur la gauche afin d'y accrocher la piste sonore. Un format d'image plus petit donc, qui fut rapidement remplacé par le 1.37, également appelé le format Academy, qui consiste à réduire l'image de quelques millimètres sur sa hauteur. Ce format est encore utilisé aujourd'hui pour des films comme Elephant de Gus Van Sant, ou encore le très élogieux The Artist de Michel Hazanavicius. Dans les années 50, la télé se répandit fortement à travers le monde. Bon, en fait, c'était plus des télés comme ça à l'époque. Ah! Mon Dieu, mais c'est quoi ce truc-là? De la haute définition, vite! Ouh. Ah, ça va mieux. Bon, on se met un petit film de cul pour fêter ça? Allez, c'est parti. Non, bon, ça va, je déconne, hein. J'en étais où déjà? Ah oui, la télévision. Le format d'image utilisé pour le petit écran était copié-collé à celui du cinéma, à savoir le 1.33. Mais celui-ci différait légèrement du format cinématographique, notamment au niveau du défilement de l'image. Les films au cinéma étaient diffusés en 24 images secondes, tandis que les films à la télé passaient en 25 images secondes. Donc en gros, si vous regardez un film en salle, il sera plus long qu'à la télévision. Bon là, c'est bon là. Face à cette concurrence télévisuelle, les studios de cinéma optèrent pour un format d'image plus large. Et c'est en 1953 que le format d'image le plus célèbre vit le jour, je veux bien sûr parler du 2.55, dit le format cinémascope. Par la suite, ce rapport d'image devint totalement obsolète, puisqu'une piste optique fut rajoutée, donnant ainsi un ratio de 2.35. À l'heure actuelle, c'est le ratio le plus utilisé au monde. Ah oui, au fait, quand je dis ratio, je parle bien évidemment de rapport de cadre, largeur, hauteur. Bref, c'était un petit point pratique. Mais revenons-en au cinémascope. Le cinémascope utilise un procédé d'anamorphose de l'image pour la prise de vue, puis de désanamorphose pour la projection, grâce à une lentille cylindrique appelée l'hypergonard, avec un G, qu'on vient poser sur l'œil de la caméra pour la compression et sur celui du projecteur pour la décompression. Cela permet ainsi à l'image de retrouver son format panoramique d'origine, cette technique d'anamorphose étant souvent utilisée pour les pellicules 35 mm classiques. En 1954, la société Panavision, connue aujourd'hui pour ses caméras 35 mm, a par ailleurs repris le système anamorphique du cinémascope. Ce procédé d'anamorphose, on le doit avant tout à Henri Chrétien, un astrophysicien de grand renom. Il est aussi appelé Papa Cinémascope. Non bon ok, j'avoue, c'est moi qui l'appelle comme ça. Faites pas chier, je l'appelle comme je veux. Après le cinémascope, il fallait voir les choses en grand et pousser le cinéma encore plus loin. Et c'est toujours en 1954 que la société Paramount lança le procédé VistaVision avec un rapport d'image de 1.85. Ce format est par la suite devenu le standard américain.
Le VistaVision consistait à faire défiler une pellicule 35 mm à l'horizontale avec une image beaucoup plus grande. On peut ainsi compter 8 perforations sur les bords de l'image au lieu de 4 habituellement. Le problème ici, c'est que peu de salles s'étaient équipées pour projeter des images horizontales. Les négatifs VistaVision furent donc projetés sur une pellicule 35 mm, mais qui réduisait considérablement la taille des images. La technique étant de réduire l'image d'un négatif sur un positif 35 mm au défilement vertical, d'où un rapport d'image de 1.85. On pouvait également ajouter ces négatifs sur une pellicule 70 mm, comme ce fut le cas pour le Surfroide d'Alfred Hitchcock, ou encore la version parlante et restaurée des 10 commandements de Cecil B. 2000. Les formats d'image ont donc évolué au cours des années, afin d'adopter un format plus panoramique et surtout plus grand. Et en parlant de dimension, je vais m'attaquer ici à un des plus grands formats qui existent à ce jour, et de loin mon préféré, le format IMAX. IMAX, l'abréviation en anglais de Image Maximum, est un procédé développé en 1967 au Canada par la société du même nom. Ce système fut inauguré lors de l'exposition universelle de Montréal. La qualité de l'image de l'IMAX est beaucoup plus nette que n'importe quel autre format. Le principe étant de gagner en qualité en évitant d'anamorphoser l'image, comme on le faisait pour le cinémascope. L'image est également 2 fois plus grande, puisqu'on utilise ici une pellicule 70 mm. Alors oui, utiliser du 70 mm n'est pas nouveau, puisque cette pellicule fut inventée en 1929. Mais cette version IMAX du 70 mm est toutefois assez différente. En effet, les images d'une pellicule 70 mm traditionnelle mesurent 48,5 mm de large sur 22,1 de long. Les images d'une pellicule IMAX, quant à elles, mesurent 69,6 mm de long sur 48,5 de large. Évidemment, la pellicule étant plus grande que du 35 mm, les images défilent horizontalement afin de garder leur aspect panoramique. On peut ainsi compter que 15 perforations en haut et en bas de la pellicule sont nécessaires, contre seulement 5 sur du 70 mm classique. La piste audio ne pouvant donc pas figurer sur la pellicule, elle est transposée sur une bande magnétique de 35 mm pour être ensuite synchronisée avec le projecteur. La technologie IMAX est utilisée par beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est un procédé technologique extrêmement complexe à mettre en place. Lorsqu'on veut projeter un film au défilement standard de 24 images par seconde, il est indispensable de se procurer une pellicule adaptée. Exemple, un film d'1h30 nécessite pas moins de 22 km de pellicule. On peut également rajouter qu'il est très difficile de tourner des plans en caméra subjective avec ce type de matériel, pour la bonne et simple raison qu'une caméra IMAX pèse environ 40 kg. Pour vous faire la comparaison, sachez qu'une caméra 35 mm classique pèse entre 8 et 12 kg. Donc en gros, si on veut travailler avec de l'IMAX, il faut avoir été champion olympique. À peu de choses près. Une technologie complexe donc, mais aussi très coûteuse. Il faut débourser pas moins d'1 demi-million de dollars pour s'offrir une de ces caméras. À ce prix-là, j'en achète 5. Non, bon, ça va, je déconne. Caméra IMAX à vendre, pas cher. J'en prends 10. Beaucoup de réalisateurs apprécient aujourd'hui de tourner leurs films en IMAX. En particulier Christopher Nolan, grand défenseur de la pellicule, qui tourne à présent tous ses films sous ce format. Même le réalisateur Michael Bay en est venu à utiliser cette technologie pour son dernier Transformers. Et en 3D s'il vous plaît. Ainsi, Transformers l'âge de l'extinction fut le premier film au monde à être tourné en IMAX 3D. Michael Bay a d'ailleurs tellement apprécié de tourner son film avec ce procédé qu'il demanda à la société IMAX de lui fournir une caméra 3D. On peut donc supposer que ces prochains Transformers seront de nouveau tournés sous ce format. Et on s'en plaindra certainement pas, puisque faut dire qu'un Transformers en IMAX, bah ça dépote pas mal quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Optimus ? Et j'ai ainsi trouvé ma parfaite transition, puisque je vais maintenant vous parler de la 3D. Les films en 3 dimensions firent leur apparition dans les années 20 grâce à un procédé utilisé notamment pour la photographie. En 1839, des techniques de prise de vue photographique sont conçues, ainsi que ces visionneuses, des stéréoscopes, utilisés pour les observer. Ce n'est qu'en 1858 qu'un physicien français nommé Charles-Joseph d'Almeida inventa le premier procédé de projection de diapositives en relief, pouvant ainsi projeter des anaglyphes, images pouvant être vues en relief grâce à 2 filtres de couleurs, principalement rouge et bleu, d'où la création de ces lunettes, qu'on appelle d'ailleurs lunettes pour anaglyphes, et qui permettent ainsi de voir une image en relief sur un écran comme sur du papier. Cependant, le système anaglyphe ne permet pas de visualiser l'image dans sa couleur d'origine. Avec ces lunettes, le rendu final se rapproche donc plus d'un noir et blanc. Mais fort heureusement, grâce à l'évolution technique de la 3D, des lunettes plus performantes sont conçues, je vais bien sûr parler de ce qu'on utilise à l'heure actuelle, à savoir les lunettes polarisantes.
Ces lunettes, qui sont actuellement usitées dans la majorité des cinémas bénéficiant de la 3D, sont destinées à l'observation des images stéréoscopiques projetées en lumière polarisée. Contrairement aux lunettes anaglyphes, celles-ci restituent parfaitement les couleurs et les contrastes, mais causent néanmoins l'assombrissement de ces images. Cela dit, ce problème ne vient pas des lunettes, mais du projecteur. En effet, les ampoules des projecteurs numériques ne sont pas suffisamment puissantes pour restituer une luminosité parfaite. Actuellement, des nouvelles technologies sont mises en place pour endiguer ce problème, tels que les projecteurs laser ultra, qui eux sont pourvus d'une ampoule de 60 000 lumens, donnant donc un peu plus de luminosité à l'image. La transition est donc toute trouvée, puisque je vais ici vous en parler du laser ultra. Mais avant, je voudrais terminer sur un point de la 3D qui me semble intéressant d'aborder. Quelle différence peut-il y avoir entre une 3D active et une 3D passive? Pour le système 3D passif, on utilise forcément des lunettes polarisantes qui fonctionnent de cette manière. L'image d'un film en 3D est constituée de deux images tramées, des lignes en fait, une ligne pour l'œil gauche et une autre pour l'œil droit. La lumière émise pour chaque ligne est polarisée de manière inverse à la ligne précédente. En gros, ce procédé polarisant ne laisse passer qu'une seule ligne sur deux pour chaque œil. Et c'est justement ce qui pose un peu problème, puisque chaque œil ne recevant pour le coup qu'une demi-image, la définition horizontale de l'image est quant à elle divisée par deux. Prenons un exemple, si vous regardez un film 3D en Full HD, chaque œil ne percevra que 540 pixels ou lignes par image, contre les 1080 pixels de l'image originale. Une perte de qualité assez conséquente donc. Le procédé actif est quant à lui assez différent. Pour voir ce type de 3D, on utilise des lunettes à occultation alternée qui consistent à bloquer l'accès à l'image de notre œil gauche et notre œil droit de façon alternée, permettant ainsi à notre cerveau de restituer une parfaite image 3D stéréoscopique. Évidemment, les lunettes 3D actives sont pourvues d'une alimentation, ainsi que d'un capteur infrarouge leur permettant de se synchroniser avec l'émetteur 3D du téléviseur ou du projecteur, pouvant ainsi occulter chaque image de manière séquentielle. Vous l'aurez sans doute compris, mais pour voir une image en relief, on a besoin de nos deux yeux. Pourquoi? Tout simplement parce que notre œil gauche ne perçoit pas la même chose que notre œil droit. C'est notre cerveau qui fait la synthèse des deux images, créant ainsi le relief. Alors me direz-vous, si je cache un œil, je vois toujours en 3 dimensions. En effet, mais à ce stade, ce n'est plus de la stéréoscopie. Prenons l'exemple d'une caméra 3D. Vous remarquerez que pour filmer en 3 dimensions, il est impératif d'avoir deux objectifs, un film pour chaque œil. En effet, deux films sont tournés avec une image légèrement décalée l'une de l'autre, comme sur une anaglyphe en fait. En ce qui concerne la projection, le principe reste le même. Deux objectifs, deux films, et bien sûr deux filtres, qui permettent une parfaite reconstitution visuelle du relief. On peut aussi noter que certains films sont tournés en 3D. Comme par exemple le Gravity d'Alfonso Cuarón, alors que d'autres films comme The Amazing Spider-Man 2 ont été convertis en post-production. Possédant les deux films en 3D, vous allez sûrement me demander mon avis, et je vous répondrai que oui, les films convertis en post-prod sont d'aussi bonne qualité que des films tournés en 3D. La preuve en est avec cet Amazing Spider-Man qui offre selon moi un très bon rendu en 3 dimensions, et ce avec des lunettes 3D actives, puisque la majorité des appareils vendus dans le commerce fonctionnent en 3D active uniquement. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Petite anecdote intéressante si vous faites l'acquisition d'un téléviseur ou d'un vidéoprojecteur 3D. Sachez qu'il y a deux types de 3D bien distincts. La première étant la 3D Full HD, représentée par ce logo, et la seconde est ce qu'on appelle la 3D Ready. La différence? La 3D Ready permet d'obtenir une résolution maximale de 720p, c'est-à-dire en HD, alors que la 3D Full HD est évidemment définie par une résolution en 1080p. Si ça continue comme ça, je vais finir par devenir votre conseiller technologique personnel, non? Ta gueule, toi! Bon, maintenant que j'ai passé en revue tous les aspects de la 3D, je vais enfin vous parler du laser ultra. Si, en chanson, c'est mieux. Bon, ok, jingle. Laser ultra. Le son le plus immersif, l'image la plus spectaculaire, enfin réunie dans la même salle. Waouh! C'est tellement beau! Le laser ultra est une technologie très récente et très coûteuse qui fut inaugurée en 2014 dans le plus grand cinéma de France avec la sortie du 3e volet du Hobbit. C'est en fait un nouveau type de projecteur qui bénéficie d'une ampoule laser de 60 000 lumens, remplaçant ainsi les ampoules au xénon. Les lumens étant la puissance d'éclairage de la lampe. Pour vous comparer la chose, mon vidéoprojecteur bénéficie d'une ampoule de 2500 lumens.
Vous imaginez un petit peu la différence de luminosité qu'il peut y avoir. Plus de luminosité, donc plus de netteté à l'image, meilleur contraste, des blancs plus clairs, des noirs plus sombres, et j'en passe. Car en effet, ce projecteur permet d'afficher des images en 4K, 4 fois du Full HD donc. Une meilleure luminosité s'opère également au niveau de la 3D. Comme j'avais cité précédemment, les lunettes polarisantes ou à occultation alternée assombrissaient fortement l'image. Avec un projecteur laser ultra, l'image est donc plus claire. Ayant vu le Hobbit la bataille des 5 armées en laser ultra 3D, je peux vous dire qu'effectivement l'image est un peu plus claire. Après, ne rêvez pas, avec le port des lunettes, vous aurez toujours un effet d'assombrissement. Pour balayer cet effet, il nous faudrait un projecteur qui soit aussi puissant que le soleil par exemple. Ça fera un petit peu mal aux yeux aussi à force. Un tout petit peu. Le laser ultra permet également de projeter des longs métrages en 48 ou 60 images par seconde. Cette technologie se nomme le Higher Frame Rate, le HFR pour les intimes. À l'heure d'aujourd'hui, seulement un réalisateur s'est essayé au HFR. Il s'agit de Peter Jackson qui a tourné sa dernière trilogie sur la Terre du Milieu en 48 images par seconde. Il se murmure que James Cameron tournera ses prochains volets d'Avatar également sous ce format. L'avantage du HFR est qu'il y a donc plus d'images sur la pellicule. Pour rappel, une pellicule 35 ou 70 mm classique affiche 24 images par seconde. Plus d'images, donc plus de netteté à l'écran. C'est très simple en fait. Pour exemple, regardez ce coupe-papier et essayez de le suivre visuellement. Ceci était du 24 images par seconde. Essayons maintenant de doubler le nombre d'images. Ah, c'est plus net comme ça. Plus d'images sur la pellicule permet donc à nos yeux d'avoir un plus grand confort visuel en évitant ainsi tout effet de flou. Une image beaucoup plus fluide en somme. Aïe! Mais la technologie laser ultra ne s'arrête pas là. Elle offre au spectateur un plus grand confort visuel mais également sonore. Cette technologie, la voici. Le Dolby Atmos. Procédé mis au point par la société Dolby Laboratories en 2012, qui consiste à équiper des salles de 64 enceintes, du mur au plafond, permettant d'avoir une qualité sonore extrêmement immersive. L'idée est de surpasser le niveau sonore du 7.1 en offrant à la fois un son vertical et horizontal qui spatialise ainsi l'acoustique de la salle en 3 dimensions. Hélas, aujourd'hui, peu de cinémas sont équipés pour accueillir le laser ultra. Seulement 4 Kinépolis dans le monde offrent cette technologie. Par chance, le Kinépolis dans lequel je me rends toutes les semaines étant le plus grand cinéma de France, il est bien évidemment équipé de toutes les technologies actuelles. Vous en savez maintenant un peu plus sur les techniques de format d'image. Bien sûr, je n'ai pas été totalement exhaustif sur le sujet, puisque des formats d'image cinématographiques, il y en a quand même un certain nombre. Cet épisode des coulisses du cinéma touchant à sa fin, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Bon ok, cette fois-ci t'es mort, je te pète la gueule. Non, pas le pince-téton, non. Ah!